bonsoir à tous, merci de nous retrouver. On est en direct dans le studio de Boursorama, il est 18h30. Vous le savez, c'est l'heure des webinaires Bourse-Banque. Et nous sommes réunis ce soir pour parler du marché de l'immobilier cette année et plus précisément des SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. Alors l'année dernière, on s'était justement demandé si 2025 c'était le moment du retour du SCPI, des SCPI. On va regarder ce soir s'il est toujours intéressant d'investir dans ce type de produit et on verra quelles offres peuvent vous proposer Bourse-Banque et ses partenaires Sofidy et Swiss Life Asset Managers France, bien sûr. Avant tout ça, comme d'habitude, on va vous expliquer très concrètement ce qu'est une SCPI. On évoquera aussi les SCI ou encore les OPCI, leurs caractéristiques et les choses à savoir avant de se lancer. Et bien sûr, on est là ce soir en direct, pleinement mobilisé pour répondre à toutes vos questions en direct. Pour faire le point complet sur le sujet, j'ai le plaisir de retrouver ce soir sur le plateau Xavier Royer, responsable relations clientèle distribution chez Swiss Life Asset Managers France. Bonsoir Xavier. Bonsoir Laurent. Et à ses côtés, Nicolas Vandenhen, directeur de l'épargne chez Sofidy. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Laurent. Et il étrenne pour la première fois les webinaires Bourse-Banque. Il est sur les feux de la rampe ce soir, sous les feux de la rampe. Frédéric Gérard, responsable marketing bourse chez Bourse-Banque. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Laurent, très heureux. Prêt pour cette expérience ? Absolument prêt. Absolument prêt. Divinement prêt. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, on est parti, on est là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à les poser en direct. Mais avant de se lancer, on va faire comme à chaque fois. Point important sur l'état du marché immobilier. C'est vrai que l'année dernière, on avait expliqué qu'on était sur un marché en convalescence où il y avait encore des difficultés, ça coinçait encore un petit peu. Qu'en est-il en 2026 ? Justement, je vais poser la question à nos experts. Est-ce que, Xavier, on va regarder les différentes classes d'actifs, est-ce qu'on est un petit peu sur cette tendance que je pourrais dire de lente amélioration, de lent retour à la normale, c'est ça ? Exactement. Ouais. On retrouve aujourd'hui une amélioration, comme tu peux le dire. Et j'aimerais rappeler qu'en fait, l'immobilier, c'est un secteur qui est cyclique. Donc après la forte baisse qu'on a pu connaître en 2023-2024, il semblerait que maintenant, ça soit derrière nous. Ouais. Qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une phase de consolidation, du fait notamment aussi de la baisse des taux directeurs qu'on a pu avoir. Et ça montre que justement, cette stabilité commence à revenir. Les valeurs d'expertise commencent à être de nouveau stables, excepté quelques secteurs, et on pourra revenir plus dans le détail. Ouais. Notamment, je pense à du bureau périphérie, qui continue encore pas mal de souffrir. Mais globalement, les valeurs d'expertise restent bonnes et se stabilisent. Donc ça, c'est plutôt une première bonne nouvelle. Et deuxième point, après, on voit aussi que 2026, ça devrait donc être une année de consolidation. Et après, on devrait rentrer dans une nouvelle phase de hausse, vu qu'on est passé dans un cycle où on a eu la baisse, progressivement la stabilisation et après la hausse. Bon. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et si on rentre maintenant plus dans les secteurs, plus précisément, notamment sur les 4 qu'on peut voir sur la diapositive. Premièrement, sur le bureau. Bon, ça, c'était un peu, il faut le dire, c'était un peu le point noir. Oui. C'est le secteur qui a le plus souffert, beaucoup souffert. Est-ce que ça va un petit peu mieux ? Alors, 2025, ça a été une vraie année de reprise pour le bureau, et notamment en Europe au sens large, avec une hausse de la demande placée de plus de 8%. La demande placée, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement en fait, les espaces qui vont être réellement loués ou achetés par les entreprises. Et au premier semestre 2025, donc, comme je disais, une hausse de plus de 8%. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On voit que les dynamiques sont un petit peu plus importantes, notamment dans les grandes métropoles. Et si on regarde aussi en corollaire le loyer prime, donc c'est-à-dire des meilleurs emplacements, on voit là aussi une hausse à peu près de 2,5 à 3%. Et si on se focalise sur la France, on voit qu'il y a même eu un nouveau record en 2025 avec un prix du mètre carré par an à 1 250 €. D'accord, on n'aurait pas forcément pensé comme ça. Ouais. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit bien que le bureau reste pertinent, les gens continuent d'aller au bureau, on n'est pas passé 100% télétravail, on commence à parler de retour au bureau maintenant. Exactement, il y a des grandes sociétés type Société Générale qui est revenue sur son accord de télétravail, donc on voit bien que le bureau n'est pas mort, c'est juste que maintenant il faut être de plus en plus sélectif, on ne peut plus parler en fait d'un bloc homogène classique du bureau, il faut apporter une finesse dans la recherche, dans l'analyse et justement faire confiance à des sociétés de gestion qui vont pouvoir aller regarder en finesse les différents types de bureaux. Et ça se voit notamment sur la vacance. Dans l'Île-de-France, elle a fortement augmenté, on est passé au-dessus des 10%, maintenant on est à 10,7%. Ça montre bien que les immeubles en périphérie, c'est ceux qui souffrent le plus. Les immeubles aussi qui sont peu performants énergétiquement parlant souffrent plus et ceux aussi qui vont être moins bien connectés au transport. Tout simplement, en fait, il faut répondre maintenant aux besoins des nouveaux locataires. Donc c'est vraiment de l'actif premium. Exactement. Et rester sur une granularité dans notre analyse. Ouais. Et sur le tourisme alors, ça je sais que c'est un truc que vous aimez bien, notamment chez Swiss Life Asset Managers. Oui, chez Swiss Life Asset Managers France, effectivement, on aime bien cette partie tourisme. On a une grosse expertise sur un segment de niche qui est l'hôtellerie plein air. Donc, tout pardon, je vous coupe, Xavier, mais ça, c'est justement, j'ai failli vous la poser. C'est quoi les valeurs d'expertise ?
Valeur d'expertise, c'est tout simplement la valorisation en fait, de l'immeuble qui est faite de façon trimestrielle, semestrielle, suivant les produits qu'on peut retrouver, donc SCPI ou société civile. Ce qui permet de voir un petit peu où en sont les actifs qu'on a en portefeuille. C'est ça, totalement. D'accord. Revenons sur le tourisme. Et pour le tourisme, du coup, comme je le disais, donc Swiss Life AM, on a développé une vraie expertise, notamment sur l'hôtellerie plein air, donc les campings, tout simplement, c'est un très beau mot, pour dire que c'est des campings. Et ce qu'on voit, c'est que là aussi, en 2025, c'était un marché qui a été très dynamique, assez positif, notamment grâce au retour des clientèles internationales qui a continué de porter en fait le secteur. Et si on regarde le marché de l'investissement hôtelier, ça a été la plus haute année depuis 7 ans, donc depuis 2019. Donc on voit qu'il y a un vrai retour avec un peu moins de 30 milliards du coup d'investissement. La France, le Royaume-Uni et l'Espagne continuent d'être les marchés les plus attractifs, avec à peu près 49% du coup d'attractivité européenne au global. Et c'est une hausse de plus de 24% par rapport à 2024. Donc on voit que c'est un marché qui se porte bien, effectivement. Et en parallèle, il faut regarder aussi le RevPAR. Le RevPAR, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement en fait le revenu moyen généré par une chambre qui, là aussi, a continué de s'apprécier, à peu près de 1,7 à plus de 3%. Donc on voit que la demande est toujours présente, que la demande sur les grandes villes européennes reste toujours attractive. Et c'est pour ça que l'hôtellerie est l'une des classes d'actifs qui est la plus résiliente et la plus dynamique aujourd'hui. Bon, le bureau, ça va pas si mal, à condition d'être sélectif. Le tourisme, ça va très bien. Sur les deux autres classes d'actifs, Nicolas, notamment commerce et logistique, on va commencer par le commerce. On imagine toujours très lié à l'activité économique. Bon, l'activité économique en France, en Europe, elle n'était pas démentielle, mais elle n'était pas trop mauvaise non plus. Est-ce qu'on retrouve aussi cette dynamique finalement sur les commerces ? Alors on retrouve cette dynamique sur les commerces et j'ai même envie de dire que les commerces ont fait une démonstration de résilience dans ce moment de marché où il y a eu beaucoup de heurts, où l'immobilier au sens global a été chahuté. Oui. Le commerce se distingue parmi les autres classes d'actifs comme étant une des classes qui a été la plus résistante. Résistante parce que, si on se remet il y a encore quelques années en arrière, une classe d'actifs qui avait été très décriée sur fond de développement du e-commerce, où tout le monde criait à la fin. Le Covid, c'est pareil, les gens le on commandera plus qu'en ligne. Beaucoup de crash tests en réel, et donc une classe d'actifs qui avait été montrée du doigt. On disait voilà, ça va disparaître au profit du e-commerce. La réalité est vraiment différente. Dans un premier temps, le commerce a fait la démonstration qu'il y avait une vraie cohabitation des deux modes de distribution, le e-commerce et le commerce physique. L'un allait avec l'autre, il y avait une vraie logique de complémentarité, exactement. Et dans ce contexte-là, une classe d'actifs qui a été peut-être moins montée que les autres, qui avaient fait l'objet de moins d'enchères de la part des experts qui sont indépendants, il faut le rappeler. Ces experts qui contribuent et qui sont à la source des valeurs d'expertise. Donc cette notion d'indépendance est vraiment importante. Vous n'êtes pas jugé parti du tiens, il est pas mal l'actif que j'ai acheté, je vais valoriser tel montant, c'est super. Donc c'est important d'avoir cette précision pour ceux qui nous écoutent. Et effectivement, mais du coup, il y a aussi un côté où on tombe peut-être de moins haut. Mais dans ce contexte-là, effectivement, donc une très très bonne résilience. On a constaté, nous, sur tout l'immobilier de commerce, et on en a beaucoup, parce que c'est une vraie expertise historique chez Sofidy, que ça avait apporté, ça avait été un vrai facteur d'amortissement du choc. Voilà. Et pour regarder de manière un peu plus précise et être un peu plus focalisé sur ce qui se passe aujourd'hui, sur ce qui s'est passé l'année dernière et la façon dont on envisage 2026, la classe d'actifs commerce, on retrouve plein de formats. Il y a du commerce de centre-ville, le commerce en périphérie, des centres, des galeries commerciales, voilà, beaucoup de formats, mais globalement, c'est la classe d'actifs qui a le plus accéléré. C'est là où les investisseurs sont le plus revenus. C'est un peu contre-intuitif. C'est un contre-intuitif, mais effectivement, alors ça commence toujours par les investisseurs institutionnels, qui sont ceux qui sentent en premier quelque part la tendance. Mais effectivement, une très très grosse accélération. Donc ça, c'est un point qui est très positif. Le commerce revient dans les allocations et aujourd'hui fait figure effectivement d'une classe d'actifs incontournable dans une allocation immobilière. Voilà, ça c'est le point important à retenir sur le commerce. Et sur la logistique c'était le truc qu'il fallait avoir, c'était la diversification ultime, on le disait. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Est-ce que c'est toujours intéressant ? Alors, le pendant de ce qu'on vient de se dire sur le commerce et notamment sur le sujet de développement du e-commerce, ça avait créé effectivement un très très gros emballement, une frénésie. Il faudra des entrepôts pour livrer tous ces cartons qu'on commande en ligne. Il faut des entrepôts, donc le secteur de la logistique avait explosé en termes de demande et explosé aussi en termes de souhait d'investir sur cette classe d'actifs-là. Donc, beaucoup d'attrait sur une classe d'actifs, ça fait monter les prix. Donc ça, c'est un point important. Il y avait de très très bons fondamentaux, ce développement du e-commerce qui
porter la demande. On se disait les loyers peuvent continuer à progresser. Oui, donc sûr. il faut y aller. Oui. Beaucoup d'acteurs se sont tournés vers la logistique. Et puis à un moment donné, on arrive un petit peu à la fin de tout ça. La fin de la récré, les valorisations ont monté. La classe d'actifs n'est pas en péril, mais néanmoins, il convient aujourd'hui d'être très vigilant. Xavier le soulignait, mais être discipliné, être dans une vraie démarche de sélection et pas finalement sous prétexte qu'on peut raccrocher le thème de la logistique sur différents formats. Non, il faut être sélectif. Certains grands acteurs du marché du e-commerce ont eux-mêmes expliqué que oui, on connaissait toujours des taux de croissance, mais beaucoup moins rapides que les années précédentes, ce qui est normal. Donc voilà, vigilance. Une fois encore, et pour reprendre les propos de Xavier, les sociétés de gestion sont là pour apporter de la sélection, et effectivement pas se jeter sur tout et n'importe quoi sous prétexte que c'est du bureau bien placé, du tourisme, du commerce ou de la logistique. Donc voilà, ça reste une classe d'actifs dans laquelle nous croyons, qui a du potentiel, mais avec beaucoup de vigilance et de sélectivité. Bon, super. Il y a des questions qui tombent. Il y en a que je ne vais pas prendre tout de suite, mais rassurez-vous, on va y répondre. En l'occurrence, il y en a quand même une qui nous concerne directement, qui a été posée par ABR. Les centres commerciaux ne semblent-ils pas souffrir? Et là, c'est aussi une des questions qu'on a pu se poser. Est-ce qu'effectivement, la fréquentation des centres commerciaux allait se maintenir? Quand je vous écoute, Nicolas, la réponse, c'est ça va plutôt bien. Oui, ça va plutôt même très bien. Ouais. Le sujet, une fois encore, et je reviens sur ce terme-là, c'est faut être sélectif. Pourquoi? Parce que vous avez partout des contre-exemples. Vous allez trouver dans n'importe quelle rue commerçante un actif qui est fermé. Oui. Vous allez trouver dans n'importe quelle ville des centres commerciaux qui vont plus ou moins Alloué bien. à un convoi, quelquefois, effectivement, Voilà. le centre historique. Ouais. La réalité, c'est que, nous, on considère effectivement qu'on accorde beaucoup d'importance à la démographie et à la dynamique de la démographie, parce que vous allez avoir certaines villes qui bénéficient d'un dynamisme important, et puis d'autres qui sont plutôt en retrait. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, le commerce se porte quand même bien mieux dans les villes où il y a beaucoup d'attractivité, du dynamisme, qui est aussi entretenu par l'attractivité touristique, Bien sûr. pour revenir sur nos classes d'actifs, Oui. et puis d'autres où ça périclite, et effectivement, on a des centres commerciaux qui se portent moins bien. Donc, c'est là où, une fois encore, où c'est notre travail d'aller analyser, d'aller identifier les centres commerciaux qui se portent bien. On a acheté l'année dernière un centre commercial qui fait partie des 10 plus grands centres commerciaux dans la région parisienne, qui draine plus de 10 millions de visiteurs par an. Oui. Et je peux vous dire que ça va même plutôt très très bien. Bon. Et il y en a effectivement, et puis il y en a d'autres où c'est pas la même histoire. Bon, on reviendra de toute façon sur l'importance de la sélectivité, notamment dans les produits qu'on vous présentera. Il y a plein de questions, dis donc, qui tombent sur l'état du marché immobilier, c'est intéressant. Arnaud nous dit, OK, les bureaux, le tourisme, le commerce, la logistique, et le logement. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé du logement. Explication ? C'est généralement ce qu'on retrouve, et c'est pour ça qu'on évoquait ces classes d'actifs-là, c'est ce qu'on appelle l'immobilier tertiaire, C'est ça. par opposition à Oui. l'immobilier de logement, Oui. qui est une classe d'actifs, certes de l'immobilier, mais qui ne fonctionne pas tout à fait de la même façon, et qui, globalement, historiquement, nous permet d'aller chercher moins de revenus, donc moins de rendement. Donc c'est un peu moins intéressant quand on veut faire de la SCPI. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc voilà, et on l'appréhende un petit peu sous différents formats chez nous, chez Sofidy, et notamment par le prisme du co-living, qui est quelque chose qu'on développe de plus en plus. On trouve ça très intéressant pour aller chercher de la diversification. Et puis c'est également des formats un peu entre deux qui permettent de cocher la case du rendement. Et donc voilà, ça c'est à la marge quand je vous écoute. C'est plutôt à la marge. Ouais. On a cette question de Michel qu'on a déjà posée l'année dernière, et il a raison de la reposer cette année, l'impact du télétravail sur les SCPI d'immobilier de bureau. Alors, où est-ce qu'on en est ? Tout dépend aussi en fait de la localisation du bureau. Oui, c'est ça. Parce que ce qu'on voit, c'est que les entreprises aujourd'hui en fait ont plus réduit leur nombre de mètres carrés, mais on continue quand même d'aller au bureau. Et tant qu'en fait on a des bureaux qui sont sur de la centre-ville, petite surface, l'impact du télétravail reste plutôt assez neutre. Vous disiez, Xavier, sur la sélectivité. Le problème du Totalement. bureau, c'est qu'il faut un bureau bien placé, moderne, quand Exactement. je vous écoute, Connecté aux différents services, connecté au transport, et même pour attirer des nouveaux talents. C'est important d'avoir justement un siège social, d'avoir du bureau. On ne peut pas être 100% non plus en télétravail. Et les boîtes qui fonctionnent ou qui avaient pas mal de télétravail, comme je le disais en introduction, reviennent maintenant sur aussi leurs accords pour remettre 1 à 2 jours de télétravail.
Oui, on est un peu en train de revenir sur cette tendance du télétravail. Et la question de l'or, c'est quoi la différence entre une SCI et une SCPI? C'est une super question, Laure, parce qu'elle me permet de faire une transition complètement naturelle vers Frédéric. Oui, parce que quand on est investisseur particulier, on n'a pas les moyens d'acheter un centre de logistique. Vous, peut-être, je ne sais pas, Frédéric, moi non. Pas les moyens d'acheter un centre commercial, mais on peut s'exposer à ces secteurs immobiliers grâce à ce qu'on appelle la pierre papier, différents types d'investissements que vous allez nous détailler. Avec plaisir, Laurent, et je pense que c'est ce que nos téléspectateurs voient à l'écran ici sur cette image qui est diffusée. On parle de SCPI, on parle de SCI, on parle de OPCI. Ces trois produits composent la famille de la pierre papier, si on peut l'appeler ainsi. La SCPI, donc une société civile de placement immobilier, où vous êtes concrètement copropriétaire de commerce, d'immeubles, on parlait de logistique également il y a un instant. On peut souscrire à des parts de SCPI, que ce soit en direct, en assurance vie, également en plan d'épargne retraite, en pérenne. C'est une question de Gilles. Sur quel support peut-on investir en SCPI? On va en parler là, puis et je pense qu'on répond progressivement à certaines questions qui sont posées. La SCPI, je l'évoquais il y a un instant, on a également, et c'est ce qu'on voit au milieu de l'image qui est affichée ici, les SCI. Alors là, elles vous permettent quand même d'investir sur tout type d'immobilier, que ce soit des immeubles en direct, d'une part, mais également des parts d'OPCI, des parts de SCPI, ou encore des foncières cotées. On retrouve ces SCI, non pas en direct, mais en assurance vie et en pérenne. Et enfin, pour terminer, les OPCI, donc qui sont des organismes de placement collectif en immobilier, où là, ces OPCI, en fait, elles vous permettent d'acquérir, un peu comme les SCPI, des biens immobiliers à destination justement de la location, que ce soit auprès de professionnels ou de particuliers. Mais la différence ici avec les SCPI, c'est qu'on retrouve à la fois de l'immobilier et à la fois du financier, avec des règles qui sont quand même simples et plutôt strictes. C'est qu'on retrouve minimum 60% en actifs immobiliers et minimum 5% de liquidité. Ça veut dire que ce qui reste, c'est ce qui est affiché ici, du moins c'est 35% dans l'exemple qui est présenté, en actifs financiers, actions, obligations par exemple. Et pour terminer mon propos sur ce sujet, les OPCI, on les retrouve en compte titre et bien entendu sur nos supports assurantiels, que ce soit l'assurance vie mais également le pérenne. Bon, je vous promets, je n'ai pas de complice dans le public, mais c'est super, j'ai des clientes qui me font les transitions à ma place, c'est super. Pouvez-vous expliquer le fonctionnement des SCPI, avantages et limites? Alors, rentrons justement dans ce support. Alors, si on rentre plus dans le détail, justement, sur ce qui nous anime aujourd'hui sur les SCPI, on le disait, une société civile de placement immobilier, donc c'est un placement collectif en immobilier. Au lieu d'acheter concrètement un appartement que vous pourriez acheter, Laurent, demain... un centre de logistique que je ne peux pas acheter. Bien entendu. Voilà. Ou un local commercial. Plutôt que d'acheter un appartement ou un local commercial, vous achetez des parts de sociétés qui elles-mêmes possèdent un parc immobilier. Donc, concrètement, on fait quoi? On achète des parts de SCPI. La SCPI, elle utilise concrètement l'argent collecté pour acheter des biens immobiliers, que ce soit des bureaux, commerces, et on l'évoquait il n'y a pas plus tard que 2 minutes ensemble, messieurs. Ces biens sont ensuite loués et versent des loyers. Donc, vous, en tant qu'investisseur, vous percevez une part des loyers qui est naturellement proportionnelle au nombre de parts que vous détenez. Sur la partie avantages et limites, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Avantages, on les a un petit peu vus, voilà, on peut s'exposer de façon assez simple, assez diversifiée à l'immobilier, on peut toucher des loyers sous forme de dividendes assez régulièrement. Sur les limites, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Peut-être la liquidité Oui, alors sur les limites, concrètement ici, je pense qu'il y en a plusieurs, il faut prendre quelques instants pour les exposer. D'une part, la liquidité qui est faible. Un horizon de placement qui est un horizon de placement recommandé, qui est supérieur à 8 ans, donc qui est du long terme, d'une part. Il y a l'horizon de placement recommandé, mais il y a l'horizon de placement qu'on constate, que vous constatez, en tout cas, messieurs. C'est combien? C'est beaucoup plus long. 20 ans à peu près. 20 ans, voilà. On est sur 20 ans en moyenne de durée de détention de part de SCPI. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est le risque de perte en capital. Il est présent. L'absence de garantie de performance, également.
Et enfin, pour terminer, il y a également des spécificités fiscales, mais je pense qu'on les abordera, que nous aborderons dans quelques instants. Les transitions à ma place. C'est vrai non, il y avait cette question de Gabou sur la liquidité, justement. Comment se déroule la vente de parts de SCPI? À quel point c'est un produit liquide? Si je veux revendre mes parts du jour au lendemain, est-ce possible? Nicolas, la réponse, c'est non. Parce que c'est pas une action là qu'on vend, c'est potentiellement, c'est inhérent à la structure de l'immobilier, du produit dans lequel on investit. C'est pas une action et il faut effectivement bien se souvenir qu'on a un sous-jacent qui est celui de l'immobilier. Alors certes, par rapport à de la détention en direct, pour reprendre l'exemple du logement, si on a besoin de vendre une chambre du logement, ça marche pas. Par contre, si vous avez besoin de vendre quelques parts, vous avez acheté une centaine de parts, vous avez besoin d'en vendre 50, ça on remet le doigt quelque part sur une liquidité améliorée par rapport à l'immobilier en direct, mais qui n'est pas garantie parce que dans l'immobilier en direct, vous devez trouver un acheteur. Alors sur les SCPI, vous n'êtes pas obligé de trouver un acheteur, mais il y a quand même des mécanismes où on ne peut pas rentrer-sortir n'importe quoi. Si vous sortez, il faut quelqu'un qui rentre. Exactement. Simplement. Donc, il faut tout simplement interroger la société de gestion. On publie régulièrement une information pour donner de l'information sur la fluidité du marché, sur le temps qu'il faut attendre. Dans la plupart des cas, ça se passe bien, c'est assez rapide, mais rien n'est garanti, comme le soulignait Frédéric. Bon, il l'a dit Frédéric, forcément on est en France, donc quand on s'intéresse à un produit d'épargne, d'investissement, il faut parler fiscalité pour bien comprendre ce à quoi on s'expose. Alors la fiscalité sur les SCPI, Nicolas. Alors la fiscalité sur les SCPI, il ne faut pas en avoir peur, ça c'est un premier point. Néanmoins, et c'est important de bien comprendre, et quand je dis bien comprendre, c'est aussi un élément à prendre en compte pour savoir pourquoi ou sous quelle forme, de quelle manière on veut et on va souscrire de la SCPI. Quand vous détenez la SCPI en direct, les revenus immobiliers que vous touchez, ce sont, comme je viens de dire, des revenus immobiliers. Donc vous êtes assujetti à cette fiscalité. Et globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes fiscalisé sur la fiscalité des revenus. Donc vous êtes fiscalisé sur la base de votre tranche marginale d'imposition, plus des prélèvements sociaux. Point important. Quand vous détenez de la SCPI dans le cadre de l'assurance vie, là, on va bénéficier de la fiscalité de l'enveloppe. Quelque part, on oublie tout sujet de fiscalité à l'IRPP et les prélèvements sociaux. On attend et effectivement s'appliquera la fiscalité du contrat d'assurance vie, suivant notamment les durées de détention et les avantages que ça peut octroyer. Bon, on a deux questions qui sont tombées au moment de l'inscription. Une question de Maurice qui disait quelle est la fiscalité des SCPI lors des successions, conservation des parts par les héritiers, obligation de revente. C'est important parce qu'on a dit, on est des fois sur des durées de détention très longues, donc la question peut se poser. Et puis je vous pose la question de Cédric, on y répondra en deux temps. La fiscalité des SCPI européennes a l'air plus douce. Est-il intéressant d'essayer d'en profiter? Et comment? Voilà deux sujets intéressants. Déjà peut-être sur les successions, qui veut se lancer? Allez. Non, effectivement, et ça permet de rebondir sur la durée de détention. On constate, et on a vraiment, nous, pris l'habitude de dire que c'est un produit transgénérationnel. C'est un produit qui se prête particulièrement bien à un petit travail patrimonial pour anticiper la transmission, la succession. Vous pouvez donner l'usufruit, la nue propriété à vos enfants. Ça s'y prête vraiment bien. Et donc ça facilite quelque part et ça permet d'optimiser le traitement fiscal derrière dans le cas d'une succession. Mais c'est pas, en tout cas, s'il n'y a rien, une fois encore, de dramatique. C'est comme si vous déteniez de l'immobilier en direct. Normal. Donc ça rentre dans l'actif successoral. Et puis à partir de là, vous êtes en fonction des montants, effectivement, assujettis à la fiscalité qui est celle des droits de succession. J'avais une question qui est tombée. Alors, on a cette question de Titi qui dit les parts de SCPI sont-elles transmissibles par héritage ou testament? Donc ça, c'est la réponse, c'est oui. Et voilà. Question sur l'IFI. Est-ce que les SCPI, ça rentre dans l'IFI? Les SCPI, ça rentre dans l'IFI. Ça quote-part d'immobilier. Donc, s'il y a un peu de trésorerie pas encore investie, on peut l'enlever. C'est marginal. Mais c'est marginal, effectivement. Mais il peut y avoir, une fois encore, et notamment par le prisme, alors c'est un peu technique, mais de ce qu'on appelle le démembrement, quand vous détenez que la nue propriété, parce que vous avez donné l'usufruit pour vos enfants, par exemple. Là, ça sort de l'assiette IFI. Bon, sur les SCPI européennes, ça c'est un point intéressant parce que ça a des conséquences fiscales très concrètes, notamment au moment où on fait notre déclaration de revenus. Petit point de détail.
Tu veux le prendre, je prends. Allez. Sur la partie effectivement SCPI européenne, Oui. on voit que la fiscalité n'est pas forcément la même entre Oui. deux pays européens et on est bien conscient que la France est lourdement affectée par la fiscalité. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, entre deux pays européens, il n'y a pas une double imposition. Donc, Oui. ce qui fait que par exemple en Allemagne, si je prends un exemple très concret, on a déjà le prélèvement à la source. Donc, un loyer est déjà prélevé du coup à la source en Allemagne, il ne va pas être repayé du coup des impôts sur la partie française. Ce qui fait qu'en fait l'État français va tout simplement donner des crédits d'impôt D'accord. que le client va récupérer et qui permettra du coup d'avoir un rendement global un petit peu plus élevé. Et c'est justement en fait des conventions fiscales qui ont été signées entre la France et les différents pays où les immeubles peuvent être situés suivant les différentes SCPI dans lesquelles ils peuvent investir. Et au moment de la déclaration, nous, sociétés de gestion, du coup, on transmet un IFU en mettant du coup les bons montants avec les bonnes cases ou remplir en fonction des différents loyers provenant de l'étranger. Alors ça, c'est un point super important parce qu'effectivement, ça peut être un petit peu effrayant pour Oui. les gens qui se rendent compte tout d'un coup qu'ils ont... En réalité, c'est plutôt simple. Je pense qu'on peut tranquilliser tout le monde. On vous tient la main. Ouais. On vous tient la main. Et c'est vrai, Et, c'est vrai. et on facilite grandement, effectivement, les éléments en précisant tel montant dans telle case. Donc il y a des déclarations supplémentaires à rajouter par rapport à la déclaration de base pour déclarer ses revenus, mais c'est l'affaire de 5 minutes pour peu que... Allez, Allez, 10. 10, exactement. Ouais. Non, et l'autre point important à ne pas oublier également pour les revenus qui sont de source étrangère, c'est qu'ils ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux. Donc ça, c'est une petite économie fiscale également qui est parfois assez sympathique. Question pour Frédéric. Il existe aussi des FCPI, il me semble. C'est encore un autre type de placement. Ça, c'est l'occasion de faire une mise au point Oui. très claire. FCPI, SCPI, ça n'a rien à voir. On est entièrement d'accord. Voilà. Oui. Et Peut-être on explique rapidement ce que c'est qu'un FCPI. je pense que ça, on peut faire l'objet d'un autre Voilà. webinaire. Concentrons-nous peut-être sur En les... tout cas, voilà, fonds commun de placement dans l'innovation, c'est quelque chose dont on a eu l'occasion de parler. Et effectivement, là, on va plutôt soutenir les sociétés, les jeunes sociétés innovantes, par le biais aussi, par le biais d'incitations fiscales. Mais effectivement, c'est très très loin du sujet ce soir. Donc, en tout cas, c'est Tonio, faites bien la distinction. SCPI, FCPI, ce sont vraiment deux produits radicalement différents. Voilà pour ces questions de fiscalité. Bien sûr, si vous en avez encore, n'hésitez pas. Je sens que Nicolas, il est chaud pour répondre à toutes les questions de fiscalité ce soir. On va peut-être voir avec vous, Frédéric, justement, quelle est... Oh, c'est méchant de ma part. On va voir quelle est notre offre de SCPI, justement, chez Boursorama. Frédéric, avec vous. Oui, concrètement, notre offre, chez Boursobank, on propose 5 SCPI. 3 venant de Sofidy et 2 venant de Swiss Life. À noter, et je pense que ça sera l'image qu'on vous partagera pour nos téléspectateurs. C'est bon, on la voit déjà, ouais. Parfait. On propose les SCPI Mistral Sélection d'une part et Sophie Dynamique. Elles rentrent dans notre offre Boursomarket, qui est notre offre à 0 € de frais de courtage, qui est composée de 8 classes d'actifs. Et permettez-moi ces 20 secondes de promotion sur Boursomarket, Laurent, où on retrouve les ETF, les ETN crypto, les OPCVM, les produits de bourse, turbo, varant, certificats, du crowdfunding immobilier. FCPI et FIP, nous l'abordions, Laurent, il y a un court instant, qui est un autre sujet, un produit de défiscalisation, fera l'objet certainement d'un autre webinaire, du private equity sous format FCPR, et bien entendu, nos SCPI en direct, je le disais, Mistral Sélection d'une part, et Sophie Dynamique. Voilà pour cette présentation. Et permettez-moi un mot supplémentaire. On voit ici, et c'est ce qu'on est en train d'échanger, c'est intéressant justement de se positionner sur des SCPI, et notamment sur le format en direct, pour éventuellement générer des compléments de revenus. Par rapport à nos enveloppes assurantielles, on abordait le sujet fiscalité, il y a également le sujet des dividendes ou des loyers qui sont versés d'une part en direct, qui sont réinvestis dans les enveloppes assurantielle. Question justement à l'assemblée d'experts qui est autour de moi, question posée par Jean-Marie au moment de l'inscription, SCPI versus SCPI dans une assurance vie. Elle est bonne cette question parce que qu'est-ce qui pourrait justifier qu'on a envie de faire l'une plus que l'autre? Qui se lance là-dessus? SCPI en direct versus SCPI en assurance vie? Tout à fait. Oui, avec plaisir. Allez, Frédéric, avec plaisir. Tout d'abord, il y a d'une part l'accessibilité. On achète des parts quand on est en direct, avec des prix qui étaient affichés il y a quelques instants. Dans l'assurance vie, c'est à partir de 25 €. Voilà, en gestion libre. Les dividendes qui sont perçus trimestriellement, volet justement générer des compléments de revenus en direct,
D'autre part, en assurance vie, ils sont réinvestis. Et la fiscalité, on l'a abordé, bien entendu, avec des fiscalités qui sont différentes, les revenus d'une part, et la fiscalité qui est propre à l'assurance vie. Et enfin, peut-être un mot sur les frais de gestion. Pardonnez-moi. Il n'y a pas proprement de frais de gestion. Il y a des frais de gestion qui sont propres aux produits à la SCPI, mais au sein de notre au sein de l'enveloppe assurantielle, il y a les frais de gestion, mais il n'y a pas de frais de gestion à proprement parler lorsqu'on les détient en direct. Bon, voilà pour les principales différences. Bon, on a vu la gamme des produits. Maintenant, on a envie de savoir comment on peut y souscrire, et j'espère très rapidement et très simplement. Comment souscrire, notamment en direct, et ça c'est la première question qu'on peut se poser ici. Quelques étapes relativement simples. Tout d'abord, on accède au SCPI au sein de Boursorama. Lorsque vous êtes connecté dans votre espace client, en haut, vous cliquez sur Produits, Découvrir les placements financiers et vous retrouvez l'accès à notre page produits sur les SCPI pour découvrir l'ensemble des 5 SCPI que nous proposons au sein de Boursorama. Un test d'aptitude par la suite. Pourquoi un test d'aptitude? Je pense que c'est important de prendre un instant ici afin tout simplement de vérifier, de s'assurer que vous disposez à la fois de l'expérience et des connaissances nécessaires pour traiter sur ce type de produit. On abordait les sujets de liquidité, d'horizon de placement, le risque de perte en capital, l'absence de garantie de performance. Ce sont des éléments qui sont clairement à prendre en compte, à bien avoir en tête, à bien connaître avant d'aller plus loin et avant de s'engager, du moins dans la prise de part. On fait le test avec ChatGPT, on essaye de le faire sincèrement, honnêtement. On essaye de le faire sincèrement. En tout cas, voilà, il est nécessaire d'avoir un certain niveau de connaissance et d'expérience pour pouvoir traiter sur ce type de produit. Donc je l'abordais, page produit d'une part, test d'aptitude d'autre part, et enfin le choix de l'offre avec le compte à débiter qui doit être un compte titre. Je le rappelle ici chez Boursorama, et également le choix du compte où seront versés les dividendes qui également doit être un compte titre. Et enfin, pour terminer, un récapitulatif qu'on retrouve et bien entendu la signature du bulletin de souscription. Bon, voilà pour la souscription en direct. On va maintenant s'intéresser à la souscription dans le cadre de l'assurance vie. Dans l'assurance vie, c'est très simple. Ça peut se faire dès la souscription, d'une part, en gestion libre, et également lors de versements libres que vous pouvez faire directement en assurance vie, le tout à partir de 25 €. Ça, c'est pour l'assurance vie. On peut peut-être s'arrêter 5 minutes. 25 €, je peux souscrire des CPI à partir de 25 € d'assurance vie. C'est quand même pas mal. Oui, c'est la différence notoire avec l'achat, en tout cas la prise de part en direct, où là, les prix des parts étaient affichés. Je ne sais pas si au studio on peut le remettre ici ou on en reparlera après. L'accessibilité, elle est là, elle est forte en assurance vie, également en plan d'épargne retraite en PER1. Vous voulez regarder, on regarde le PER ou on continue sur l'assurance vie? On a tout dit. On peut sélectionner les supports simplement. Ils apparaissent au niveau de sélection. Hein. Exactement. Oui. Et c'est ce qu'on affiche ici à l'écran, que ce soit à la souscription ou également en versement libre, de manière très simple. Vous avez sélectionné la pastille immobilier et vous retrouvez, comme vous le voyez ici à l'écran, les différentes SCPI qui sont disponibles, qui sont proposés dans votre assurance vie, et vous pouvez simplement y souscrire. J'avais une question de Léa. Est-ce que les revenus des SCPI en assurance vie peuvent être versés sur le fonds euro? Ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas l'impression que ce soit possible. Alors, tout est possible dans l'assurance vie. C'est l'assureur qui va décider. Oui, c'est ça. Sur l'offre qu'on a et qu'on a évoquée à l'instant, c'est réinvesti sur la même SCPI. Donc, il y a un effet boule de neige, c'est intéressant, un effet de capitalisation. D'accumulation. C'est pertinent. Ok. On parle un petit peu de la souscription PER, du coup. La souscription en PER, et prenons quelques instants sur le sujet. Au même titre que sur l'assurance vie, on peut souscrire à des SCPI aussi bien à la souscription et également en versement libre. La différence de l'assurance vie, on est sur un minimum de 25 €. Ici, sur le PER, sur le PER1, on est sur un minimum de 50 €. Tout à fait.
Bon, voilà pour les différentes possibilités de souscription sur les différentes enveloppes et sur la souscription en direct. On va maintenant rentrer dans le détail de cette offre, dans le détail de ces produits et on va commencer avec vous Xavier sur la SCPI Mistral Sélection. Et on le rappelle, elle a une petite particularité, c'est que c'est une SCPI à 0% de frais d'entrée, mais ce n'est pas son seul atout. Exactement. Sur Mistral Sélection, du coup, donc c'est une SCPI qu'on a créée en avril 2024 pour justement venir saisir en fait les opportunités de marché qu'on pouvait retrouver sur l'immobilier. Et pour la résumer, je dirais qu'elle a 3 points forts. Premièrement, ça va être une SCPI qui est opportuniste. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller saisir en fait les meilleures opportunités sur le marché de la zone euro. On restera sur le marché de la zone euro. L'idée, c'est pas d'aller par exemple au Royaume-Uni ou aux États-unis ou au Canada pour pas avoir d'effet de risque de change. Oui. Et on voit qu'en ce moment, c'est plutôt bien vu. Hein. Effectivement. Et aussi, c'est pour en fait jouer sur notre côté pan-européen de Swiss Life Asset Manager parce qu'on est l'un des leaders européens en immobilier avec une présence de des équipes dans plus de 8 pays. Donc l'idée, c'est vraiment en fait de se baser sur les équipes locales qu'on peut avoir, notre connaissance du coup des marchés qu'on peut avoir et d'apporter cette diversification aussi pour les clients particuliers parce que l'avantage d'investir dans des fonds immobiliers, c'est que quand vous êtes client particulier, vous n'avez pas cette capacité forcément à aller acheter en Allemagne, à aller acheter en Espagne ou à aller acheter par exemple au Portugal. Mais on parle aussi des zones géographiques là. Exactement. Et sur la partie sectorielle, ça va être une SCPI vraiment opportuniste, donc on ne va pas se mettre de quotas précis, on ne va pas se dire 20% sur le commerce, 20% sur l'hôtellerie. Ce qui nous intéresse, exactement, c'est d'aller chercher du rendement. Aller chercher du rendement durable, des locataires aussi de qualité, parce que c'est bien beau d'avoir des locataires, mais s'ils ne payent pas ou s'ils partent au bout d'1 an, 2 ans, il n'y a aucun intérêt de le sélectionner dans le portefeuille. Donc toujours garder cette sélectivité. Et enfin, c'est du coup un modèle de frais, comme tu le disais, donc innovant, avec du 0%. Bien sûr, en contrepartie, on a une commission de gestion sur les loyers qui est plus élevée, qui est de 13,75 hors taxe, 16,50 TTC. Ouais, très très clair. Mais du coup, il y a un réel alignement des intérêts entre la société de gestion et le client final. Pourquoi ? Parce que nous, notre principale rémunération, elle se porte sur les loyers. Oui. Donc plus les loyers vont être élevés, plus bien sûr la rémunération de la société de gestion sera élevée. Mais en contrepartie, la performance pour le client final sera elle aussi plus élevée. Donc il y a un réel intérêt à justement aller percevoir les loyers de nos locataires. Bon. Et pour 2025, l'année était plutôt très bonne. Exactement. On a versé du coup un taux de distribution de 8,07%, ce qui est au-dessus de notre objectif cible qui est de 6% et qui, je rappelle, n'est pas garanti parce que les performances passées ne préjugent pas les performances futures. Donc alors on dit toujours 8,07, c'est du net, c'est du brut, c'est du... Alors, c'est net du fonds, brut de fiscalité. Par contre, après, vu que la fiscalité est propre à chaque investisseur. On le reprécise à chaque fois. Sur la performance globale annuelle, donc nouvel indicateur qu'on mentionne depuis 1 an, qui en fait prend compte de l'évolution ou non du prix de part. Donc aujourd'hui, sur Mistral Sélection, nous n'avons pas revalorisé le prix de part. On a toujours par contre une décote d'à peu près 1,5%. Donc aujourd'hui, on rentre sur un prix qui est plus bas que la réalité du marché de Mistral Sélection. Donc ça peut être intéressant justement de rentrer dessus. Et on a versé du coup un dividende de 14,15 € au global qui représente du coup les 8,07%. Et sur le portefeuille, on voit ici quelques acquisitions qu'on a pu faire en 2025. Donc notamment un retail park, donc un centre commercial à ciel ouvert au Portugal, parce qu'on est bien conscient que la fiscalité, comme je le disais, est plus avantageuse à l'étranger, notamment pour des personnes qui prendraient Mistral Sélection en direct pour bénéficier justement de crédits d'impôt. De ce dont on a discuté un petit peu plus tôt. Exactement. Ouais. Et l'idée, comme on le voyait en fait sur la présentation et sur la slide d'avant, c'est que du coup on vise en fait un objectif de 60% d'investissement hors de France pour justement bénéficier des opportunités qu'on peut retrouver à l'étranger. On va retrouver en fait aussi pas mal d'avantages d'investir à l'étranger. Premièrement, on a des frais notariaux qui sont plus bas. Par exemple, en Europe du Sud, on est plutôt vers 2-4%. Là, en France, on est plutôt à 8%. On a une flexibilité aussi qui est beaucoup plus importante, pas de besoin de réitération sur les promesses de vente. Donc ça nous permet d'investir nous aussi plus rapidement la collecte qu'on peut avoir sur le produit. Et après, on le sait, une stabilité politique qui est peut-être aussi un petit peu plus intéressante dans les pays d'Europe du Sud par rapport à la France où le contexte est aujourd'hui un petit peu plus incertain. Un peu plus incertain, on peut le dire. En tout cas, je vois ce très bel actif de commerce en centre-ville d'Italie. Exactement, qu'on a acheté du coup fin décembre 2025. Donc là, on est à Vicenza, donc entre Venise et Milan, sur l'artère principale, donc vraiment sur du très prime, très centre-ville. Un locataire du coup de qualité, DM Droguerie, qui est le leader européen sur la partie du coup droguerie. Et on est rentré sur un rendement acte en main supérieur à 7%. C'est ça qui est bien avec les SCPI, c'est qu'on peut aller voir, on en reparlera avec Nicolas, on peut aller voir ce dans quoi on est investi. Exactement. C'est canon. Et c'est l'avantage de l'immobilier, c'est pour ça aussi, on le sait, les Français, l'immobilier reste l'un des placements français préférés par nous, des Français. Et c'est pour ça que les SCPI et les sociétés civiles
fonctionne parce que justement c'est du tangible, on peut se projeter et si on est en vacances par exemple à Vicenza, très bien se dire on va aller voir sa chérie, hein. Exactement, on peut aller voir DM Droguerie et se rendre compte du coup de l'emplacement. Donc une année vraiment de consolidation pour Mistral Sélection et qui va continuer du coup pour 2026 aussi où on vise du coup un taux de distribution cible de 7,5% en 2026, donc supérieur à notre objectif cible de 6%. Ok, 7,5% en 2026, c'est dit. Voilà pour Mistral Sélection. On va parler maintenant de l'UC ESG Tendance Pierre, UCC pour unité de compte. Et donc là, c'est un produit qu'on va pouvoir mettre en assurance vie. Exactement, uniquement en assurance vie, contrat de CAPI et du coup PER. Donc c'est pas possible de la mettre en compte titre comme le disait très bien Frédéric. Donc c'est vraiment un produit assurantiel. Et sur ESG Tendance Pierre, ça a été aussi une très belle année en 2025. Peut-être pour la résumer en 3 mots, je dirais performance, collecte et diversification. Performance, on a fait plus 5,62 de performance en 2025. Donc là, c'est net de frais de gestion du fonds, brut de frais de contrat. De frais de contrat. Donc là, il faut déduire en fait l'enveloppe assurantielle ou l'enveloppe Perrin en fonction de là où le client a pu décider de souscrire ESG Tendance Pierre. Et cette performance, du coup, nous classe dans le top 3 des meilleures sociétés civiles sur le marché français. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est la 2e année consécutive qu'on termine au-dessus de 5%. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez régulier. C'est un produit qui a été créé en janvier 2022, qui fonctionne plutôt assez bien. On a collecté plus de 40 millions net en 2025. Et là aussi, on doit figurer parmi le top collecteur sur les marchés des sociétés civiles. On remercie une nouvelle fois les personnes qui nous ont fait confiance sur ce produit. Et cette collecte nous a permis justement d'apporter de la diversification. Et si on passe notamment à la slide suivante, on va pouvoir voir quelques nouveautés qu'on a pu mettre de notre portefeuille. Donc typiquement du bureau, par exemple, qui est loué à Orange, à Montreuil, donc vraiment connecté au transport. On est sur de la petite surface. Orange, je veux dire à la société Orange. À la société Orange, oui, effectivement. La localisation est à Montreuil, et par contre le locataire est bien Orange. Et c'est notamment l'un des sièges sociaux du coup de Orange, donc on est plutôt assez confiant sur cette... la pérennité de l'entreprise. Exactement. Un rendement acte en main qui est plutôt assez sympa, au-dessus de 8%. Donc comme quoi on peut saisir quand même des belles opportunités sur le bureau. Le bureau, ça peut fonctionner. Hein, exactement. On a été aussi en Espagne, notamment cet été sur la Costa Dorada, où là on a acheté un camping 3 étoiles. Comme vous le savez et comme on l'a expliqué, on est plutôt assez expert sur cette thématique de l'hôtellerie de plein air et on a de très grosses convictions et on voit que c'est un marché qui fonctionne très bien, où les rentabilités sont très bonnes. On est sur une concentration aujourd'hui du marché. On a été aussi sur une salle de sport, notamment là, on à parlait Strasbourg. des autres types d'actifs. Exactement. Là, on est dans de la salle de sport. On va sur une salle de sport louée à un leader français, même européen, que je pense vous connaissez, Basic Fit. Oui, quand on voit les machines Orange, on se dit... Exactement, c'est plutôt un indice. Et là, on est rentré sur un bail ferme qui est quand même assez long, donc c'est plutôt assez protecteur pour les porteurs de parts qui sont dans ESG Tendance Pierre. Et ça montre justement la diversité des secteurs qu'on peut avoir en investissant et en accédant du coup à ESG Tendance Pierre. Et enfin, dernièrement, on a été sur un intersport où on le voit aujourd'hui avec le développement, même si on revient un petit peu sur le télétravail, les gens se font de plus en plus de sport. Il y a de plus en plus de personnes qui s'inscrivent à la salle de sport ou qui font tout simplement leur sport à la maison. Donc c'est des magasins qui fonctionnent plutôt assez bien. Et bien sûr, je rappelle, les performances passées et les investissements passés ne préjugent en rien des performances futures et des investissements futurs qu'on pourra faire dans notre portefeuille. Voilà, c'était le petit moment avertissement légal. Il est toujours bon de le mettre. Exactement. En tout cas, c'est toujours super intéressant de voir comment, même quand on investit dans ce qu'on appelle la pierre papier, il y a du concret au bout, même des choses qu'on peut aller voir tout près de chez nous. Hein, je pense notamment à cet immeuble de bureau à Montreuil. Voilà donc pour lui, c'est ESG Tendance Pierre. On va passer maintenant à Sofidy avec peut-être justement là aussi un petit point sur l'activité de Sofidy au moment où on se parle, Nicolas. Oui, alors une activité qui a été très très bonne, très dynamique l'année dernière, dans le prolongement de 2024, qui s'est caractérisée par une très très bonne collecte. Beaucoup d'épargnants ont continué de nous faire confiance, ont continué d'investir dans nos SCPI et plus globalement dans tous les véhicules que nous gérons, qui a été également porté, on y viendra, par Sophie Dynamique, cette SCPI qui a fêté il y a quelques jours ses 2 ans, qui a connu un très très bon démarrage, porté par une très très bonne dynamique, notamment grâce aux clients de Boursorama qui ont largement plébiscité cette SCPI-là. Donc
Ça, c'est un premier élément très important, puisque c'est grâce à l'épargne que nous confient les clients, ceux qui nous regardent, qu'on met de l'essence dans le moteur. Et puis après, avec cette essence-là, on va aller réaliser des investissements. Donc là aussi, on a été très opportuniste. On a réalisé de très très gros programmes d'investissement. C'est sur 2 ans, plus d'1 milliard, 1,1 milliard d'euros qui ont été investis. Ça fait de Sofidy, globalement, l'un des acteurs forts sur le marché des investisseurs importants sur le marché de la SCPI. Et l'année dernière, c'est pratiquement 600 millions d'euros dans de très bonnes conditions. Et notamment, quand on dit de très bonnes conditions, c'est avec des taux de rendement sur les actifs qu'on achète. Je disais l'année dernière, c'est des bons points d'entrée. C'est des très bons points d'entrée. On pense qu'il y a encore des bons points d'entrée à saisir cette année. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment les 2 éléments importants qui permettent d'avancer et de construire la performance. Le tout avec, effectivement, nous l'évoquions quand on parlait des différentes classes d'actifs, du comportement, donc des portefeuilles qui ont fait preuve de résilience. Pour ceux qui sont un peu plus coutumiers et qui suivent depuis pas mal de temps le sujet de la SCPI, certaines SCPI ont connu des difficultés avec des baisses de prix de part il y a quelques années. On a été effectivement sur les SCPI Sofidy présents dans la gamme chez Boursorama. On a bien résisté puisqu'on n'a pas été, pas été impacté. Pas été impacté, exactement. Et puis la conclusion, c'est qu'on a des performances au rendez-vous, des rendements qui résistent, voire qui progressent, et puis parfois des belles surprises avec des revalorisations de prix de la part. Donc tout ça nous permet de conclure 2 belles années et d'attaquer 2026 dans de bonnes conditions. Bon, vous l'avez dit, une des raisons du succès, c'est le succès de Sofidy Dynamics, l'occasion de s'y pencher plus en détail. Exactement, ce qui est la plus jeune SCPI de notre gamme, puisque chez Sofidy, on gère des SCPI depuis près de 40 ans, avec notamment Immorente qu'on abordera après, qui est notre véhicule amiral. Et Sofidy Dynamics a effectivement été une SCPI importante pour nous, qu'on a lancée dans un moment de marché très bon, très opportun, et avec un souhait de notre part de la positionner, comme son nom l'indique, sur un profil, un couple risque-rendement un peu plus dynamique. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller chercher un tout petit peu plus de risques, aller chercher des emplacements un peu moins centraux. C'est vrai que sur toutes les autres SCPI, on y reviendra une fois encore, mais on attache énormément d'importance à la centralité, à cette ce qui permet de tenir même quand ça va moins bien. Tout à fait. Une vraie approche patrimoniale. Là, on fait un tout petit pas de côté pour aller chercher plus de rendement, donc une promesse de rendement qui va un cran plus loin. Et effectivement, ça s'est conclu et de manière très concrète, l'année dernière, c'est un taux de rendement de 9,04% brut de fiscalité nette, effectivement, comme l'expliquait. On va finir par s'embrouiller. Net de frais brut de fiscalité. C'est important puisqu'effectivement, il y a pas les frais sont déjà retraités pour ceux qui détiennent la SCPI en direct. Et puis à cela se rajoute une augmentation du prix de la part de 5%, ce qui fait qu'on affiche un PGA, donc une performance globale annuelle de 14,04. Donc voilà, ça c'est effectivement c'est des performances passées. Qui ne préjuge pas des performances futures. Allez, on le redit. Tout à fait bien dit. Souligné. Et voilà, qui viennent conclure une très très belle année avec 120 millions d'euros de collecte, un gros programme d'investissement, un gros déploiement. Donc une SCPI qui a été parfaitement lancée et de très très bonnes perspectives avec là aussi encore beaucoup de sujets d'investissement. On donnera quelques exemples après, mais qui sont dans le pipeline. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui cette SCPI est bien née et bien lancée et continue d'être plébiscitée largement par les épargnants. Bon, la belle histoire de Sofidy Dynamics. Et on va parler de l'histoire un petit peu plus ancienne, pour le coup, de SCPI Immorente. On disait le navire amiral de Sofidy. Une histoire ancienne, mais une très très belle histoire, puisque on l'évoquait tout à l'heure, la SCPI, c'est des produits d'investissement immobilier. Quand on dit immobilier, on parle de long terme, de très long terme. Immorente fêtera prochainement, alors pas demain, mais dans quelques mois, presque ses 40 ans. Et c'est une très très belle... pour fêter Immorente. Une grosse fête. Je serai invité, j'espère. On verra. Tous les associés seront contents, tous ceux qui sont investis dans cette SCPI-là. Donc il faut
T'es positionné alors sur Immorente alors. Mais voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle vient faire la démonstration que l'immobilier, c'est du très long terme et que les SCPI ont ces capacités à enjamber les cycles immobiliers. Et quelque part, voilà, ça c'est un élément très 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 intéressant. Une SCPI qui a très très bien résisté pendant toutes les crises qu'elle a pu connaître, puisqu'elle n'a jamais baissé son prix de part depuis son lancement. Et une SCPI qui se veut patrimoniale. Patrimoniale, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez trouver de tous les immobiliers dedans, du commerce, du bureau, de la logistique, de l'hôtellerie de plein air, du co-living, voilà, quelque chose de très complet, une diversification géographique et une mutualisation très très importante, plus de 1000 actifs à l'intérieur d'Immorente. Vous ne trouverez pas un véhicule aussi mutualisé sur le marché. Voilà, donc 5% de taux de distribution l'année dernière qui confirme, qui est stable et qui positionne vraiment cette véhicule. En tout cas, on aime à la positionner comme un véhicule cœur de portefeuille, vraiment un fonds d'allocation sur la SCPI. Voilà pour Immorente. Il nous en reste une à voir, c'est Sofidy Europe Invest. Exactement, Ouais. c'est la troisième de la gamme. Comme son nom l'indique, c'est notre SCPI européenne. Donc elle n'est pas du tout investie en France, elle est investie à l'échelle européenne dans 6 pays aujourd'hui. On n'a pas de pays privilégiés, là aussi c'est au gré des opportunités, en fonction bien évidemment de nos compétences sur le marché. Donc tout à l'heure nous évoquions les sujets et l'intérêt sur le plan fiscal de ces SCPI 100% exposés, ou 100% ou en tout cas ou en partie exposés à l'échelle européenne, donc très intéressant. Une SCPI qui a été lancée en 2021, donc qui s'est énormément développé également ces 2 dernières années, avec un taux de distribution qui n'a fait qu'augmenter depuis 4 années, se positionne à 5,41% de taux de distribution brut en 2025. Donc voilà, une SCPI qui, elle aussi, profite très très bien du cycle immobilier. Et j'ouvre, mais c'est une précision très importante, une petite parenthèse, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé de l'intérêt, on a souligné tous les avantages des SCPI investis à l'échelle européenne. Nos auditeurs pourraient se dire, donc du coup, ça n'a aucun intérêt d'investir sur les SCPI qui sont, en tout cas, sur le marché français. Et je pense que c'est important de rappeler que si, ça a quand même de l'intérêt, puisque notamment le marché de l'investissement dans l'immobilier tertiaire en France, c'est l'un des 2 plus gros marchés à l'échelle européenne. Quelque part, c'est un peu compliqué de se passer de ce marché-là. C'est un marché sur lequel on intervient depuis effectivement de nombreuses années. L'immobilier, effectivement, c'est bien aussi quand on peut continuer de le toucher, de le palper. Donc voilà, ça a aussi du sens d'investir sur le sol français. Bon, et justement, parce qu'on le disait, c'est du concret, c'est très concret tout ça. Quelques exemples d'investissement, là aussi. Oui, quelques exemples rapidement, mais effectivement, pour illustrer peut-être cette logique de diversification, donc différentes classes d'actifs, et aussi l'intérêt de l'emplacement. On dit souvent les 3 règles d'or dans l'immobilier, c'est l'emplacement. C'est vrai qu'on accorde une importance très très forte sur cette notion de centralité. Immorente et Sofidy Europe Invest investissent dans les grandes métropoles européennes. Voilà, donc quelques exemples, un immeuble de bureau qui vient faire l'illustration aussi, c'est pas juste pour être contrariant, mais pour rebondir sur ce qu'évoquait Xavier en introduction, le bureau peut toujours avoir du sens à partir du moment où il est très bien positionné. Là, on est juste à côté, plein cœur de Lille, en face de la gare. Voilà, un hôtel à Torremolinos en Espagne, du co-living, des bureaux en plein cœur de Marseille. Voilà, le tout sur des très très bons niveaux de rendement, une fois encore. C'est des opportunités qu'on peut saisir, et puis peut-être d'autres exemples qui seront un peu plus, qui viendront un peu plus illustrer ce qu'on a. Oh là là, il y a un beau jargon, la stratégie high yield là. Ça y est, vous avez perdu tout le monde là. Bon, alors pour remettre tout le monde sur de bons rails, dans le monde obligataire, on évoque le high yield. Je reviens sur cette notion de couple risque-rendement. Voilà, c'est pour dire on va chercher un peu plus de rendement, mais avec un petit peu plus de risque. L'opposé, c'est l'investment grade, pour rester sur la jargonite. Donc, on pourrait dire qu'Immorente, Sofidy Europe Invest, c'est de l'investment grade dans l'univers de la SCPI, et Sophie Dynamique, plutôt une stratégie high yield avec des emplacements qui sur des villes un petit peu plus excentrées, mais qui gardent des très très bons fondamentaux et on le voit quand on regarde un petit peu les taux de rendement à l'acquisition, on est un cran au-dessus.
parce qu'on va chercher un tout petit peu Intéressant, plus de risque, oui, on est un peu intéressant. plus rémunéré, mais c'est ce qui permet de tenir les niveaux de distribution qu'on évoquait tout à l'heure en introduction sur Sophie Dynamique, 9% l'année dernière. Sur l'horizon long terme, c'est 7%, notre stratégie et notre objectif de taux de distribution brute sur cette SCPI. Bon, et je pense que c'est un bon marqueur, ça, pour les gens qui nous regardent, de se dire, voilà, est-ce que je veux aller chercher un petit peu plus de risque, mais un petit peu plus de rendement, ou voilà, c'est un bon moyen de se décider. On a eu, alors, on a pas mal de questions qui sont tombées. Il y en a deux que je peux regrouper. On a notamment cette question de Christian qui nous dit comment sont évaluées les parts des SCPI. Et cette question, alors je ne peux pas dire son pseudo parce qu'il est trop compliqué, mais comment sont réévaluées ou dévaluées les parts de SCPI, sur quels critères? Petit point sur le prix de la part et son évolution. Messieurs. J'ai commencé et après Nicolas complétera. Du coup, on se retrouve maintenant sur des valorisations qui sont semestrielles Oui. sur le parc immobilier du coup des SCPI ou des experts indépendants. Donc, comme le disait Nicolas, c'est pas nous, société de gestion, qui donnons notre avis sur la valorisation des immeubles qu'on peut détenir en portefeuille. C'est vraiment des experts indépendants qui viennent valoriser du coup le parc immobilier 2 fois par an, fin juin et fin décembre. D'accord. Et après, la SCPI a un coussin protecteur de plus ou moins 10% de sa valeur de reconstitution. Donc, tant qu'on est dans ce coussin... Donc, c'est-à-dire, que je comprenne vraiment bien, admettons, j'ai acheté un immeuble 100, Oui. Mon expert passe, il me dit, bah, votre immeuble, il vaut plus que 95, je suis en dessous de mon coussin de 10%, Oui. je me dis, ça va. Exactement. Si je tombe en dessous, qu'est-ce qui se passe? En dessous, du coup, nous, société de gestion, on est obligé de baisser le prix de part. Donc, c'est là, en fait. Exactement. Si à un moment, Après, on peut l'expert très bien arrive, prendre la et- décision aussi Oui. à 95 de déjà baisser le prix de part, mais réglementairement, on a ce delta, entre guillemets, plus ou moins positif de 10%. D'accord, donc, si à un moment, il me dit, bah, c'est 70, là, il faut agir. Oui. S'il me dit, bah, c'est 120, c'est là où on réévalue, j'imagine. Exactement. OK. Et là, Totalement. pareil, sur la même logique. Sur la même logique, du coup, de toujours ce coussin protecteur de plus ou moins 10%. Bon, très clair. Forcément, j'ai des questions sur la fiscalité, plutôt sur la défiscalisation. Eric, peut-on défiscaliser avec une SCPI? Et puis j'en avais une autre à peu près du même genre. Est-ce que on peut faire de la défiscalisation avec une SCPI? Alors oui, non, peut-être. Ça dépend. Il existe des SCPI Ouais. qui investissent souvent dans de l'immobilier résidentiel, cette Oui. fois-ci, Donc sur du des logement, programmes c'est ça? du Ouais. logement, Ouais. mais du programme qui est adossé à des dispositifs fiscaux, qui ouvrent du coup des avantages fiscaux. D'accord. Voilà, c'est dans ce cadre-là. Soyons clairs, c'est pas ce qu'on propose ce soir. Pas du tout, on appelle ça des SCPI fiscales, Oui. nous on est sur des SCPI de rendement. D'accord. Je rebondis, permettez-moi, Laurent, par Bien sûr, rapport à la Frédéric. question que vous me posiez il y a quelques instants. Je proposais qu'on dédie ça à un autre webinaire. SCPI versus FIP, FCPI. Là, pour le coup, FIP, FCPI, on parle de produits de défiscalisation, qui sont plutôt des produits de niche, contrairement aux SCPI, là, du moins les 5 que nous proposons chez Boursorama. Et Nicolas, tu viens d'apporter cette réponse. Donc, j'invite notre auditeur qui posait cette question à aller sur notre portail, aller sur notre plateforme boursorama.com pour concrètement consulter toutes les informations autour des FCPI ainsi que les FIP que nous proposons. En tout cas, la SCPI fiscale, c'est possible, mais c'est pas ce qu'on Oui. propose ce soir, Oui. et je pense que c'est aussi important de le repréciser. Palito, ça c'est une question importante, je ne comprends pas pourquoi il faut prévoir plusieurs années sur les SCPI. Quel est l'inconvénient d'investir sur une année, par exemple? Alors c'est pas un inconvénient, on va mettre les pieds dans le plat, c'est Allez. une bêtise. Bon, voilà, une c'est bêtise. cash. Pour une simple et bonne raison, c'est que effectivement, l'immobilier, quand vous faites de l'immobilier, ça embarque un certain nombre de frais. Et ces frais, vous les amortissez dans le temps. Donc, et la performance, après avoir parlé de frais, la fait dans le performance temps. s'exprime dans le temps. Donc voilà, c'est aussi bête que ça. Alors effectivement, on peut se dire, bon, quand on a des SCPI qui ont moins de frais à l'entrée, effectivement, Frédéric, tu évoquais l'offre disponible sur Boursorama Market, on peut se poser la question, mais effectivement, c'est pas utilisé, et c'est tout l'intérêt du parcours que tu évoquais, qui est très très simple, mais qui a le mérite de mettre les warnings aux bons endroits, de se dire, attention, si tu viens faire de la SCPI pour sortir dans 6 mois, dans 1 an, Ça vaut pas c'est le pas coup. le bon produit. Ouais. Il y a d'autres produits pour faire ça, ton horizon d'investissement n'est pas cohérent avec ce produit. Idem pour l'immobilier en direct, permettez-moi Ouais, un mot. Est-ce qu'on vient pour faire de l'immobilier en direct, donc acheter un appartement juste pour une durée d'1 an,
La question peut en tout cas être posée. Je pense Donc que voilà, la la réponse SCPI, du moins est identique ici. C'est du long terme et dans la prescription et même dans la détention, puisqu'on voit que c'est même du très long terme. Gérard pose une question très pratique, très concrète, et il a raison. Quel délai avant de bénéficier des premiers rendements? Comment ça se passe? Ça y est, j'achète mes SCPI, à partir de quand je peux commencer à avoir mes premiers rendements? C'est ce qu'on appelle le délai de jouissance. Ça, c'est quelque chose qui est précisé, et même quand vous allez regarder effectivement la présentation de l'offre SCPI, vous aurez l'élément. Concrètement, ce délai de jouissance, ça veut dire que le jour où vous achetez vos parts, vous n'avez pas tout de suite droit à percevoir un dividende. Pourquoi? Parce que quand vous nous confiez votre épargne, ce n'est pas en claquant des doigts qu'on investit dans l'immobilier cette épargne-là. Il nous faut un certain temps pour investir, d'où ce délai de carence, entre guillemets, qui varie en fonction des SCPI. Sophie Dynamique, c'est 5 mois. Immorente, vous achetez aujourd'hui, vous avez jouissance au 1er mars. Voilà, c'est à analyser, à prendre en compte. Ça fait partie des multiples critères à prendre en compte. Une fois encore, comme on est sur du très long terme, avoir 2, 3, 4 mois de carence, il faut l'appréhender sur du très très long terme. Bien sûr. C'est pas un drame. Je me tourne vers la régie, parce qu'on a une image justement pour illustrer parfaitement ton propos. Je ne sais pas si l'image, on peut l'afficher pour nos téléspectateurs, et si tu as le retour, Laurent, par rapport à ça. C'est le fonctionnement d'une SCPI, ce n'est pas l'image que je souhaite afficher, c'est après. Oui, si on prend l'exemple, Mistral Sélection, est-ce que ça te convient? Allez, c'est parti pour illustrer notamment ton propos, Nicolas. Laurent, on se positionne au mois de mars, est-ce que ça te convient? Allez. Ok, alors c'est parti, on se positionne au mois de mars. Donc admettons que vous réalisez une souscription en mars 2026. L'entrée en jouissance s'effectuera à partir du 1er août 2026. Donc on est sur 4 mois de délai de jouissance, en l'occurrence pour la SCPI Mistral Sélection. Et si on va un instant plus loin, les premiers dividendes, eux, seront versés à fin octobre au titre des mois de août et septembre. Donc ces informations-là, ainsi qu'un grand nombre d'informations, vous les retrouvez bien entendu sur notre plateforme Bourso-Banque. Et cette illustration-là, je pense, permet de se rendre compte et d'illustrer parfaitement ton propos, Nicolas. Question qui a été posée au moment de l'inscription, je trouve intéressante, on l'a finalement assez peu évoqué ce soir. Quels sont les indicateurs qui peuvent nous permettre d'évaluer les risques de perte en capital? Waouh! C'est une question qui n'appelle pas forcément une réponse simple, mais je comprends ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire qu'au moment d'investir dans une SCPI, et si je vous ai bien écouté, c'est véritablement de regarder ce qu'elle a sous le capot, si je puis dire. C'est ça, la qualité des actifs qu'elle renferme et leur capacité à résister à un retournement de cycle, à des difficultés économiques. C'est ça? C'est compliqué d'évaluer combien on pourrait perdre. Oui. Puisque le principe de la SCPI, c'est de dire je vais avoir plein de lignes pour essayer d'atténuer. Je ne le fais pas disparaître complètement, mais par contre, je mitiger ce risque. Je le limite, je le mutualise. Et puis derrière, on est dépendant des cycles immobiliers. Et ça, les cycles immobiliers, on ne les maîtrise pas. Néanmoins, voilà, c'est pas une garantie dans l'absolu, mais c'est vrai que c'est une fois encore pour ça que les Français, les épargnants affectionnent autant la pierre, c'est que on reste sur du tangible et quelque part se dire j'ai acheté un très très bel actif en plein cœur de la presqu'île lyonnaise pour nos amis lyonnais qui nous écoutent, effectivement ça devrait quand même avoir toujours un peu de valeur quelque part. Voilà. Et les cycles immobiliers, on en revient sur ce sujet du long terme, mais les cycles immobiliers, ça monte, ça descend, et quand on l'appréhende sur plusieurs cycles immobiliers, on moyenne quand même quelque part ce risque. Ce qui est intéressant, c'est de voir que sur ces deux SCPI, je leur ai dit ici, que ce soit Mistral Sélection et également Sophie Dynamique, ce sont des SCPI qui sont relativement récentes. Donc, par rapport justement à un cycle immobilier où vous êtes, rentré à un certain moment dans le marché. Exactement, ouais. On a eu beaucoup de questions sur les frais, peut-être l'occasion de rappeler un petit peu comment ça fonctionne, leur montant aussi. Beaucoup de questions. Alors, pourriez-vous rappeler les frais sur les transactions de SCPI? Quels sont les frais associés à l'achat? Quels sont les coûts de gestion? Quels sont les frais d'entrée et par opération? Alors, le point global sur les frais. Bon, Frédéric. On peut le faire ensemble à plusieurs, mais c'est intéressant de remontrer justement une image qu'on a pu afficher précédemment, qui est un tableau où on retrouve nos 5 SCPI. Alors c'est centré sur le format en direct.
où sur Mistral Sélection d'une part et Sophie Dynamique d'autre part. Tout d'abord, les frais de souscription. Lorsque nous sommes en direct, on est au sein de l'offre Bourso-Market, donc à 0 € de frais de courtage ou 0% de droit d'entrée, Laurent ici. Donc Mistral, 0%, difficile de le dire plus simplement. Côté Sophie Dynamique, 2%. Mais ceux-ci sont remboursés, d'où le fait que ça rentre dans cette offre, Bourso-Market. Ouais. Bon. Les frais de souscription en assurance vie, si je reste sur ces deux exemples-là, en assurance vie, ils sont à 0% pour Mistral, également 0% pour Sophie Dynamique et Empérin. Pour terminer, Mistral, on est toujours à 0%, comme c'est original, n'est-ce pas? Par contre, Sophie Dynamique, on est à 2%. Allez, je pose la question à laquelle ils ont vraiment l'habitude de répondre, mais moi, si je suis obligé de la poser, mais quand même, 13-10% de frais de gestion, c'est vachement élevé. Messieurs. C'est comme un appartement en gestion locative qu'on peut déléguer à quelqu'un qui sera en conciergerie, par exemple. C'est là aussi propre un petit peu à l'actif immobilier. Exactement. Ouais. Et c'est, entre guillemets, la contrepartie de ne s'occuper de rien, de ne pas avoir la gestion locataire, de ne pas avoir la gestion de travaux, d'avoir une diversification. Et au global, on se rend compte que sur la performance, ça reste plutôt vite amorti. Bon, ben voilà. C'est vrai que c'est un point qui est important, si on a encore quelques instants, Laurent. C'est la SCPI, contrairement à une gestion immobilière en direct, vous le disiez il y a un instant, c'est vous vous occupez de trouver les locataires, d'une part, vous encaissez les loyers, vous gérez les travaux s'il y a naturellement des travaux, vous vous occupez des impayés s'il y a des impayés, des vacances également, vous vous occupez de tout d'une certaine manière. Contrairement à la gestion en direct où là... De tout, et j'enfoncerai même le clou en allant nettement plus loin, en rappelant ce que soulignait Xavier, à savoir la logique d'alignement des intérêts. C'est qu'on touche uniquement sur les loyers qu'on encaisse. Oui. Donc si on n'encaisse pas de loyer, on ne touche rien et on est vraiment aligné. Oui. Et puis l'autre point, c'est que quand on dit ça, oui c'est important, on a l'impression 13 ça fait beaucoup, c'est sur les loyers. Quand on rapporte ça à l'encours géré, globalement on est sur des niveaux de frais de gestion rapportés à l'encours qui sont inférieurs à tout ce qu'on va trouver sur les OPCVM. Alors, je ne veux pas tirer à boulet rouge sur les OPCVM. Ne nous fâchons pas, ne nous fâchez pas. Mais pour gérer de l'immobilier et toutes les tâches, et on pourrait rester très longtemps, voilà, toutes les tâches qu'on opère, c'est peut-être pas si cher payé que ça. Bon, Nicolas, nous proposons des OPCVM sur notre plateforme Boursobank. Je sais. J'ai envie de dire que ça va être le mot de la fin. Voilà pour cette présentation, ce webinaire sur les SCPI et leur intérêt en 2026. Merci à tous mes experts qui étaient là ce soir pour répondre à vos questions. Merci, messieurs. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. On espère qu'on a répondu aussi à la plupart de vos questions, que vous avez désormais les convictions, en tout cas l'esprit clair, si vous avez décidé d'investir dans ce type de support. Vous le savez, restez encore quelques minutes après le clap de fin, histoire de remplir un court questionnaire de satisfaction. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et à très bientôt.